Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Connaissance. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Laurane. Bienvenue à toi sur la chaîne et merci de ta participation aujourd'hui. Merci de m'avoir. Je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, savoir ce que tu fais, ton parcours rapidement et ensuite on parlera aujourd'hui d'un sujet fascinant qui est l'immunité. C'est à toi Laurane. L'immunité ou l'auto-immunité, ouais. Donc je m'appelle Laurane Chemanda, je suis nutrithérapeute, et coach AIP. Donc AIP, c'est Autoimmune Protocol, protocole auto-immune en français. On en parlera un petit peu plus en détail. Je suis basée aux États-Unis, j'ai été formée ici, ça fait presque 10 ans que j'habite ici. Et je suis atteinte d'une spondylarthrite ankylosante, même si j'y crois pas en disant ça. Disons que j'ai eu un diagnostic en 2014 d'une spondylarthrite ankylosante qui m'a, pour le coup, stoppé ma vie complètement, qui m'a foutu au lit. Et je sais pas à quel point tu veux que je rentre dans des détails là-dessus maintenant, mais en tout cas, ça m'a amenée où je suis aujourd'hui, où j'ai réussi à trouver la rémission avec la découverte de la médecine fonctionnelle, de l'impact de l'alimentation sur la santé immunitaire. Et donc j'ai trouvé la rémission et en 2019 et depuis, je vis sans maladie, sans symptômes, sans médicaments, avec une hygiène de vie qu'on va dire qui est tip top. Donc je suis obligée d'entretenir ça avec mon hygiène de vie et mon alimentation, mais c'est un petit prix à payer. Et voilà, je suis maman de 2 enfants, donc depuis ma rémission, je suis devenue maman, qui était un petit peu mon but et mon rêve depuis toujours. J'ai voulu être maman jeune, et quand je suis tombée malade et quand j'étais dépendante de la biothérapie, des anti-TNF, on m'a dit que je ne pouvais pas tomber enceinte sous cette thérapie-là. Et ça a été ma première motivation pour retrouver la santé, de Ok, pouvoir devenir maman. Voilà. incroyable. Mm. Euh, Du coup, spondylarthrite ankylosante, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est cette maladie et comment ça s'est présenté à toi? Donc, il y a des symptômes qui sont clairement des douleurs, hein. Où est-ce que Ouais. toi, tu as été atteinte et comment ça s'est présenté à toi? Oui, donc la spondylarthrite est une maladie auto-immune. Il y a plus de 100, on est autour des 140 maladies auto-immunes recensées, ou en tout cas en cours de recensement. Donc il y en a quand même beaucoup. Elle fait partie de ces maladies qui sont invisibles. On l'appelle la maladie invisible, mais malheureusement, il y en a beaucoup des maladies auto-immunes qui sont des maladies invisibles. Mais elle se caractérise par des douleurs, des raideurs, et donc de l'inflammation au niveau des articulations, notamment tout ce qui va être colonne vertébrale, sacro-iliaque, donc au niveau des hanches, mais ça peut être aussi périphérique avec des douleurs au niveau des épaules, au niveau des mains, au niveau des coudes, enfin voilà. Ça se caractérise par de la douleur. Et donc moi, ça a été très soudain. En tout cas, maintenant, je sais qu'il y avait des signaux. Donc, en réalité, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais des signaux et que j'avais eu pas mal de petites crises inflammatoires par-ci par-là au niveau de la nuque. J'avais eu des petites choses, mais j'avais jamais fait le rapprochement. Mais là, je me suis vraiment retrouvée clouée au lit du jour au lendemain. En... C'était juin 2014 et c'était vraiment très soudain. Et donc, les douleurs ont commencé à apparaître le matin, elles se sont amplifiées dans la journée. Et là, ça s'est amplifié de jour en jour en jour, jusqu'à ce que je ne puisse plus conduire, je ne pouvais plus tenir assise. Donc, je n'arrivais plus à conduire pour aller au travail. J'étais en marketing à l'époque. Et donc, s'en est suivi beaucoup de rendez-vous chez les médecins pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et évidemment, il n'y avait rien dans mes résultats sanguins. Ma CRP était tout à fait correcte. C'est des marqueurs inflammatoires et mes marqueurs inflammatoires étaient corrects. Il n'y avait rien sur mes IRM. Donc, c'était 6 mois de recherche qui m'ont paru interminables, qui n'est pas très long en final. Dans les statistiques des maladies auto-immunes, c'est plutôt 4 à 5 ans avant d'avoir un diagnostic. Donc j'ai été chanceuse, mais moi, ça m'a paru interminable. Et j'ai enfin eu donc mon diagnostic de spondylarthrite et j'ai pu... de là, à ce moment-là, j'étais au lit. Vraiment, je passais de mon canapé à mon lit et de mon lit à mon canapé. Je dépendais... les anti-inflammatoires ne fonctionnaient pas.
mais je dépendais de beaucoup d'antidouleurs. J'ai fait, un passage à l'hôpital, sous morphine, voilà, ça a été, assez rude à l'âge de 23 ans. Donc un choc, clairement un gros choc et c'est au moment de mon diagnostic, moi, j'ai eu ce poids qui a été enlevé de mes épaules. Je me suis dit: «Enfin, je sais contre quoi je me bats et donc je sais ce que j'ai pour pouvoir aller de l'avant». Sauf qu'à l'époque, j'avais aucune idée de ce qu'était une approche, on va dire, plus naturelle, alternative. Je connaissais pas la médecine fonctionnelle qui a pour but de creuser, de comprendre, de trouver la cause, donc de trouver les causes profondes. Donc je connaissais rien de tout ça, mais au moins je me disais: «J'ai mon diagnostic, je vais avoir mon traitement et puis tout va aller mieux et je vais être, sur pied». Sauf que, bah, ça s'est pas passé comme ça et donc mon traitement, qui était donc des piqûres à faire tous les mois, il m'a permis de récupérer peut-être, 5-10 de mon périmètre de marche, mais j'étais toujours en très mauvaise santé et complètement dépendante, de Codoliprane, d'opioïdes, enfin d'antidouleurs, assez costauds. Ok, bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, Avant qu'on rentre dans l'auto-immunité, tu as dit que ton diagnostic avait pris 6 mois, ce qui est effectivement court, mais qui peut être vécu comme très long quand on y est, mais Ouais. court par rapport aux statistiques, comme tu l'as dit. Euh, je crois avoir compris que ta rémission est arrivée en 2019, donc il y a quand même Mmh. 5 ans de battement entre les douleurs, le diagnostic et la rémission. Oui. Quelle approche tu as développée, et ça te permettra peut-être de passer par tes recherches personnelles et comment tu es arrivé à comprendre l'auto-immunité un petit peu par effet inverse, c'est-à-dire Mmh. mon immunité s'en bat, donc je vais remonter le fil jusqu'à. Donc voilà, comment est-ce que c'est passé ensuite une fois que tu as eu l'accompagnement médical standard, Ouais. l'échec de te remettre en état de santé? Comment s'est passé ton développement et tes recherches à ce niveau-là? Disons que ça a été aussi pas mal de recherches où j'ai essayé quand même quelques petites choses avant de me plonger dans ce qui m'a vraiment aidée. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on me disait, j'essayais tout. J'étais en France encore à cette époque-là, donc c'était dès que j'avais eu mon diagnostic et donc j'ai essayé de l'acupuncture, j'ai essayé, les magnétiseurs, enfin j'allais voir vraiment tout type de praticien en me disant: «C'est cette personne qui va m'aider, c'est cette séance qui va m'aider». Et en fait, maintenant que j'ai compris, ce qui est important, c'est de ne pas remettre déjà sa santé entre les mains des autres. Alors oui, les autres vont nous aider, mais ils font partie de notre équipe et c'est nous qui sommes acteurs de notre santé. C'est nous qui devons faire le travail et qui devons faire les changements internes, externes de notre environnement, peu importe. Donc ça, je l'avais pas compris à l'époque et puis c'est pas une seule, thérapie, une seule stratégie, un seul praticien qui va nous aider. Il faut déjà arriver à comprendre son corps, comprendre le fonctionnement et puis se construire, comme je disais, son équipe et trouver un petit peu ce qui peut nous aider. Mais c'est une approche 360. Donc c'est du taf. Mais moi, j'avais 23 ans, on m'avait dit que j'allais finir ma vie en fauteuil roulant. J'étais en plein deuil de ma vie. Enfin, au début, j'étais en deuil de ma vie et après, je me suis dit: «Non, ça ne va pas se passer comme ça. Si je suis tombée malade, je dois forcément pouvoir guérir». C'était vraiment mon approche. Donc évidemment, j'en ai parlé à tous mes médecins, les rhumatos que je suivais, enfin qui me suivaient, les gastros, tout ça. Alors tout le monde me disait que l'alimentation n'avait aucun rapport avec la maladie auto-immune et c'est très, très triste. Alors c'était il y a longtemps, hein, c'était, il y a 10 ans, donc waouh, c'était il y a 10 ans déjà. Donc Mais ça n'évolue pas tant que ça, hein. ouais, j'ose espérer que quand même il y a de plus j'entends quand même j'ai espoir parce que j'entends de plus en plus de médecins, hein, qui sont intéressés par tout ça et puis même moi j'ai des médecins qui viennent me voir du coup, qui ont des maladies auto-immunes et donc ils s'intéressent, ils veulent comprendre. Donc il y a une ouverture qui se crée, il y a pas tout le monde, mais j'espère que ça va venir. Mais c'est vrai que ça, c'est très dommage de stopper net les gens dans leur parcours et dans l'idée de se dire: «Je vais prendre les choses en main, je peux faire des changements alimentaires, je peux avoir un impact sur ma santé». C'est quand même bête de se dire que l'alimentation n'a pas de lien avec la
santé. Alors, après, on va rentrer dans la santé immunitaire, mais juste l'alimentation, elle est construite de micronutriments et notre corps fonctionne uniquement grâce à ces micronutriments. Donc, si on ne lui apporte pas les micronutriments qu'il faut, il n'a pas ces petits Legos. C'est comme si on lui apportait pas les Legos qu'il fallait et on lui demande de construire une ville. Bah oui, mais ça peut pas marcher. Donc, c'est évident et si on lui apporte des choses qui vont être, blindées de produits chimiques, de toxines, de choses qui ne sont pas reconnues par le corps comme des aliments, pareil, ça va de soi. C'est qu'il ne peut pas l'utiliser comme, petite brique. Bref, je diverge. Mais, du coup, ce qui m'a, moi, permis de comprendre tout ça, c'est quand j'ai déménagé aux États-Unis. À l'époque, c'était mon copain, mais maintenant c'est mon mari. Mais donc mon copain, pour le travail, a dû déménager à New York et donc je l'ai suivi. Ça a été, très stressant. J'avais très, très peur parce que moi, j'étais très malade. Je ne pouvais pas marcher toujours à cette époque, même si ça faisait quelques mois que j'étais sous anti-TNF. Et donc, on a déménagé. De toute façon, j'avais pas le droit de travailler, donc je ne travaillais pas. J'étais assez déprimée, je dois dire, parce que j'étais en souffrance tous les jours, toute la journée. Et un jour, je tombe sur un documentaire qui parle des maladies auto-immunes. Et il y a tout un tas de médecins fonctionnels qui sont interviewés. Et j'en trouve un super intéressant, très pertinent, qui me parle. Et je me dis, lui, il faut que je le retrouve. Et donc, de par son nom, de par faire quelques recherches, je l'ai retrouvé. Il est au Texas et je me suis fait suivi, j'ai fait un suivi avec lui. J'y ai mis toutes mes économies parce que ça coûte très cher. C'est pas remboursé par la Sécu, encore moins par l'assurance aux États-Unis, parce qu'on n'a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Donc, c'est des assurances privées qui remboursent ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas du tout remboursé, mais ça a été un investissement pour ma vie, quoi. Ça a été un investissement d'une vie. Et on a fait beaucoup de tests pour essayer de comprendre ce qui se passait d'un point de vue physiologique, métabolique. Et de là, on a développé un protocole. Et il m'a donné beaucoup de compléments alimentaires à prendre, des changements alimentaires, des changements de mode de vie. En parallèle, j'ai trouvé, lui, il le faisait pas, mais j'ai trouvé le protocole auto-immune, donc le protocole AIP. Donc, j'ai décidé d'entreprendre la partie alimentaire du protocole AIP, qui a pour but d'éliminer certains aliments qui peuvent participer à soit une stimulation immunitaire, soit un intestin poreux. Parce que toutes les maladies auto-immunes ont plusieurs choses en commun, notamment un intestin poreux. Voilà. Donc, j'ai entrepris tout ça, j'ai mis 18 mois. Il m'a dit, donne-moi 18 mois, tu seras sur pied dans 18 mois. Quand même, j'ai pas ce mot en français, ballsy, mais disons que, ah là là, c'est quoi ce mot en français? Bon, bref, en tout cas, il était assez sûr de lui. Ouais, il avait confiance, mais d'un côté, c'était un challenge qu'il proposait, quoi. Ouais. Parce que 18 mois, c'est long. Et en même temps, c'est court. 1 an et demi pour rétablir d'une maladie auto-immune. Enfin, c'est surtout pour guérir un intestin, ça prend du temps, c'est très mal irrigué. Enfin, il y a plein de choses qui font que l'intestin est long à soigner, mais entre l'investissement d'argent, de temps, c'est sûr que la facilité de dire bon, vous avez la spondylarthrite, on a posé le diag, vous allez prendre ça, 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 rentrez chez vous, ça va aller mieux. Quelqu'un qui te dit bah, il va falloir me payer, il va falloir changer ce que tu fais. Donc, ça implique d'accepter que ce que tu faisais n'était pas forcément pertinent pour toi. Et il va falloir prendre du temps. C'est difficile, en vrai, d'entamer ces démarches. Oui. Et on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que je trouve que notre système français, puisque tu disais aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de remboursement. Moi-même, je suis suivi par un médecin fonctionnel que je paye de ma poche. Les tests ne sont pas remboursés. Non. Et c'est plusieurs milliers d'euros, il faut être franc. Hein. Oui, mais le souci, c'est que, et je le comprends complètement, mais d'un point de vue mentalité, vu qu'en France, on est habitué à avoir la Sécu et à avoir tout de remboursé et pratiquement tout de remboursé et de payé, on n'a pas cette approche de la santé, enfin, on n'accepte pas qu'il faut payer pour prendre soin de soi.
On se dit: En «Bah, non, fait, mais ça va de soi, on est censé tout je pense avoir». que ça va plus loin que ça. Je pense que la sécurité sociale a un c je pense que même l'accompagnement à certains points, ça nous enlève notre responsabilité. Oui, C'est-à-dire que les gens ne se sentent pas responsables parce que, il y a tout un système qui va les conforter dans des comportements en apportant des réponses rapides, généralistes, qui sont pas d'ailleurs toujours pertinentes. Et il y a plein de gens, j'ai dans mon entourage et dans des connaissances ou dans les podcasts que je fais, des gens qui ont des maladies ou des exemples, hem, ils n'acceptent pas. Si c'est pas un remède externe qu'on leur donne et qu'ils ouais. prennent, si c'est pas une prescription, si ça implique des outils comportementaux, ils les mettront pas en place parce qu'ils ont perdu cette notion de responsabilité de leur propre santé et je trouve ça dramatique et je pense que le système sécurité sociale favorise ce genre de Contribue. comportement. Complètement, c'est un paradigme, on a été endoctrinés et c'est un paradigme, à part entière où l'idéologie est de se dire, on va prendre quelque chose d'externe, une molécule complètement, externe à notre corps qui n'est même pas, forcément utilisable ou reconnue par notre corps. Le principe, c'est ça, c'est d'apporter une molécule qui va altérer les processus, physiologiques, peu importe, qui va venir altérer le corps et c'est pour ça aussi qu'il y a des effets secondaires à chaque il y a toujours un médicament, enfin tout médicament a un effet secondaire plus ou moins fort. Mais c'est vrai que c'est une approche différente de se dire: «Donne-moi ce cachet, cette pilule, cette piqûre et je vais aller mieux», sans forcément se questionner, sans se remettre en question et ça va même plus loin que ça, c'est sans remettre en question notre société, comment on vit aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'on est des êtres humains, on est une espèce, animale. On fait partie de la nature, tout comme les biches et les tigres et les ours et ça nous viendrait pas à l'esprit de se dire: «Bon, bah, on va sortir les ours de leur environnement, ils vont plus vivre dans des forêts, ils vont vivre dans des bâtiments, et puis ils vont avoir de la lumière, bleue, enfin de la lumière, artificielle en longueur de journée, et puis on va leur donner à manger quelque chose qui n'a rien à voir avec leur, alimentation de base. Donc on va leur donner des chips, des frites, ils mangeront plus de poisson frais et puis on s'attend à ce que de génération en génération, ils aillent mieux ou ils restent de même santé. Ça n'a pas de sens quand on prend comme exemple des animaux, mais c'est la même chose. On est dans le vide, donc on s'en rend pas compte, mais quand vraiment on essaye de prendre du recul, la manière dont on vit aujourd'hui, alors certes, on est très confortable, on a beaucoup de chance, on vit mieux, d'une manière plus confortable que jamais, mais ça ne respecte pas nos besoins biologiques. C'est c'est une question de logique et ça, enfin, je veux dire, c'est vraiment une question de logique. Mais bon, Et on c'est va une pas question, je pense aussi de degré. Le confort nous éloigne de notre état naturel de base. En exactement, enlevant le côté, il y a une forme de linéarité qui est pas forcément, favorable, à notre état de santé. oui, Après il y a on peut, quand on sait surfer, on peut voir la vague et savoir, s'amuser avec, c'est-à-dire, utiliser le confort à bon escient et rajouter exact soi-même des challenges et cetera. Ça, c'est vraiment important à développer. ouais. Mais avant qu'on attaque ça, est-ce que tu peux nous parler de l'immunité, de l'auto-immunité? Oui, alors le principe de l'auto-immunité, j'ai pas précisé parce que du coup, on va te dire: «Mais pourquoi tu nous parles de ça?» mais derrière, après, une fois que j'étais en rémission, je me suis formée en tant que nutrithérapeute. J'ai fait d'autres formations à la suite pour me spécialiser en maladies auto-immunes et pour me spécialiser en santé intestinale. Donc maintenant, je vois des personnes, je fais des suivis et j'aide des personnes, enfin, mon idéal, c'est de m'aider moi, la copie de moi, il y a 10 ans. C'est que j'aurais aimé être cette personne. Bon, je vois des personnes vraiment, très variées. Mais en tout cas, c'est parti de là. C'est que je me suis dit: «En fait, j'aurais aimé pouvoir, avoir cette personne il y a 10 ans». Donc c'est pour ça que je me retrouve là aujourd'hui où j'en suis. Bref, donc l'auto-immunité a pour principe, on va faire simple, c'est quand le corps commence à développer cette capacité de créer des auto-anticorps. Donc il va créer des anticorps. Donc les anticorps, il va les créer contre des pathogènes, c'est son système un peu de défense naturelle. Sauf que quand il va créer des auto-anticorps, ce sont des anticorps qui vont s'attaquer
contre ses propres cellules. Donc on va commencer à attaquer ses propres cellules de par plusieurs mécanismes. Pour faire simple, c'est une surstimulation du système immunitaire. Il peut y avoir des confusions entre certaines protéines, par exemple, ça s'appelle la molecular mimicry, le mimétisme moléculaire. Voilà. Le mimétisme moléculaire, ouais, je suis désolée parce que moi, tout ça, je le fais en anglais la plupart du temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est pas que je me la pète, c'est vraiment je vis ici depuis 10 ans et j'exerce en anglais. J'ai formé en anglais, donc voilà. Donc c'est normal. Je sais que ça plaît pas aux Français parfois. Je me prends quand même quelques commentaires quand je fais de l'anglicisme ou quoi, mais c'est comme ça. Pour être franc, je suis revenu d'Australie il y a 1 an et c'était pareil au début, on cherche nos mots, c'est catastrophique, mais c'est comme ça. Il y a pas. Ouais. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie, parce que moi, en plus, j'ai grandi en Écosse. Donc, ma première langue, je suis d'une famille française, mais j'ai grandi, j'allais à l'école anglaise. Donc, parfois, il faut juste avoir un peu de patience. Non, mais ton français est impeccable, Laurent, rassure-toi. Merci. Oui, donc c'est quand il va y avoir une confusion entre certaines protéines. Un exemple très classique, c'est le gluten. La protéine de gluten, donc la gliadine, peut créer ce mimétisme moléculaire chez les personnes qui sont sensibles ou qui ont le profil génétique pour, notamment pour tout ce qui est thyroïdite d'Hashimoto, donc la maladie auto-immune qui atteint la thyroïde, qui a un côté hypothyroïdique, donc qui va mettre les personnes en hypothyroïdie. Il y a un lien entre la protéine de gluten et le lancement et l'enclenchement du processus auto-immunitaire. Donc c'est vraiment ce côté, oui, c'est un dysfonctionnement interne, mais qui part de stimuli externes. Ok, Voilà, est-ce que donc j'ai répondu y a à ta des. question ? Tout à fait. C'est un système de défense, le système immunitaire, qui va réagir. Il y a un côté chronique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des stimuli quand même assez réguliers pour que ça amène au dérèglement et la confusion. Mais il y a aussi, donc évidemment, on va parler de l'intestin juste après, une de tes spécialités, mais il y a aussi autre chose qui est un marqueur de l'inflammation, c'est le stress, plutôt émotionnel, environnemental, sans parler vraiment de molécules externes qui viendraient poser problème. Ouais. Avoir un niveau de stress constant de faible intensité joue aussi un rôle dans le dérèglement du système immunitaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Complètement. En fait, il y a 3 dénominateurs communs pour les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes. Il y a cet intestin poreux, on en parlera un petit peu plus tard, donc l'hyperperméabilité intestinale. Il y a les carences alimentaires qui sont liées à cet intestin poreux, mais pas que. Ces carences aussi vont être liées à notre alimentation, mais aussi à notre état de stress, parce que le stress puise énormément de micronutriments, notamment le magnésium, qui est le minéraux qui est le plus essentiel, le plus utilisé dans tous les processus enzymatiques, donc crucial. Il va puiser les vitamines B, qui elles aussi sont très importantes, surtout pour le système immunitaire, pour tout ce qui va être détoxification, même pour tout ce qui va être le mood, les régulations de l'humeur. Donc il va y avoir ce concept du stress qui va puiser ces carences, enfin ces micronutriments. Et la troisième chose, c'est un facteur environnemental. Et les facteurs environnementaux sont très variés, notamment, encore une fois, le stress physique, le stress mental, émotionnel, physiologique. Parce que quand il y a, par exemple, du stress oxydatif, si c'est une personne qui a des soucis d'un point de vue, par exemple, stockage du fer. Donc il va y avoir, c'est des personnes souvent qui sont anémiques, mais en réalité elles sont anémiques parce qu'elles ont un mauvais stockage du fer, et ce stockage du fer va faire que ce fer va être libre entre les cellules et va créer ce stress oxydatif. Ce stress oxydatif est perçu comme un stress, c'est physiologique, mais c'est perçu comme un stress. L'alimentation peut être perçue comme un stress. Le trop-plein de sport peut être perçu comme un stress.
Donc ces choses-là vont s'accumuler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteurs environnementaux? Évidemment, l'air qu'on respire, les produits chimiques qu'on met sur notre peau, qu'on utilise pour laver la maison, les produits ménagers. Ça va être aussi tout ce qui va être pathogène, donc toutes les bactéries ou les virus avec lesquels on rentre en contact. Il y a eu beaucoup, après la crise sanitaire de 2020, il y a eu beaucoup de déclenchements de maladies auto-immunes. Donc, il y a aussi ce lien, évidemment, avec le BV aussi, le virus en lien avec l'herpès. Il y a beaucoup de cas de déclenchement, mais c'est rarement qu'une seule chose. C'est un tout. C'est qu'on va rajouter ces facteurs environnementaux, on va rajouter ces carences dans notre petit seau. Et au fur et à mesure, ça va se remplir, sauf que ça se remplit et ça déborde. Et c'est le jour où ça déborde que là, on enclenche ce processus, si on a le terrain génétique. Oui, s'il y a le terrain, s'il y a enfin, c'est plein de choses, mais si c'est un seau qui se remplit, c'est assez bien. C'est une bonne image, de dire que c'est, une accumulation au final, hein. Ouais. Est-ce que tu as parlé rapidement des signes, toi qui aujourd'hui tu les perçois comme des signes parce que tu as la connaissance. Quels sont les signes qui peuvent apparaître précurseurs d'une maladie, auto-immune? La première chose, ça va être tout ce qui va être santé intestinale. Ça arrive des personnes n'aient aucun symptôme digestif et qu'ils aient 1 ou 2 ou même 3 maladies auto-immunes, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, en tant que premiers signaux, surtout si on sait qu'il y a un terrain auto-immunitaire dans la famille, qu'il y a d'autres maladies auto-immunes et qu'on a des symptômes digestifs. Alors ça peut être très varié, mais moi très souvent, et moi c'était mon cas d'ailleurs, où j'étais très sensible, je ne sais pas, enfin à l'époque je ne savais pas trop à quoi, mais d'ailleurs le stress me créait aussi beaucoup de sensibilité et j'avais beaucoup de problèmes de diarrhée. Et petite, j'étais tout le temps malade et j'avais honte parce que j'étais à l'école et je devais courir pour aller aux toilettes et ma mère était comme ça. Et donc moi elle me disait on est comme ça, on est toutes cassées de l'intérieur, c'est comme ça. On n'a jamais cherché à comprendre. Et c'était ridicule, même un stress tout bête, on était au parc Astérix, on faisait les manèges d'eau, j'avais froid, j'avais un coup de froid, bam, je partais me vider. C'était abominable et c'était très handicapant. Et donc j'ai vécu avec ça pendant des années, d'ailleurs jusqu'à ce que je tombe malade de ma spondylarthrite et que là du coup je m'intéresse à ma santé. Mais c'est très courant parce que ce sont des personnes qui ont un système nerveux qui est très sensible et qui est surstimulé, qui va déclencher potentiellement ces crises intestinales. Et 2, ce sont des personnes qui ont une inflammation constante et chronique au niveau des intestins. Mais il va aussi y avoir la constipation chronique. C'est presque pire parce que c'est moins, on va dire, c'est moins contraignant que l'inverse. Sauf que ça, pour le coup, la constipation, ça fait recirculer les toxines. Les toxines sont une des causes profondes des maladies auto-immunes. Donc, il y a ce cercle vicieux. Il y a des problèmes de peau, très souvent. Personnes me disent « Oui, rien à voir, mais j'ai quelques petites plaques d'eczéma, c'est peut-être du psoriasis, mais c'est un des premiers signaux d'une inflammation. » Des tendinites qui partent pas. Quelqu'un qui me dit « Ouais, ça fait 4 mois ou 6 mois que je me trimballe cette tendinite au niveau de l'épaule, du coude, du poignet. » C'est pas normal. C'est un signe d'inflammation. C'est pas un signe de maladie auto-immune, c'est un signe d'inflammation chronique. Sauf que l'inflammation chronique, plus les facteurs environnementaux, plus les carences, plus tout ça, et ça peut ensuite déclencher une maladie auto-immune. Donc moi c'était mon cas. Moi j'avais des tendinites tout le temps, des douleurs tout le temps. J'avais eu toute une période où j'étais complètement bloquée. J'avais eu 4 mois de crise inflammatoire au niveau de la nuque. Je pouvais rien porter. Je pouvais pas porter mon sac à main mon sac d'école pour aller à l'école. Et j'ai fini aux urgences parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Personne ne trouvait ce qu'il y avait. Je leur disais « Mais faites-moi une piqûre dans les muscles, faites quelque chose !» On me faisait rien, on me donnait des antidouleurs. Et en fait, c'était mon corps qui criait à l'aide.
Il Ouais. faut dire Ça, que c'est j'avais pas une bonne hygiène de vie à l'époque, hein. oui, après, on est là pour ça, pour tendre vers l'amélioration, perpétuelle. Donc, Oui. d'un côté, si on fait toujours bien les choses, il y a très peu de marge de progression. Donc on vient tous, en plus, nous, on est des occidentaux, toi et moi, heu, sans avoir partagé grand-chose jusqu'ici, on partage une culture, et il y a beaucoup de choses dans le monde occidental qui sont, catastrophiques, il faut le dire. Il y a beaucoup de magnifiques choses, mais il y a beaucoup de choses catastrophiques, notamment l'alimentation, la pyramide alimentaire, la manière dont on programme nos vies. On s'éloigne vraiment, de ce qui est, à mon avis, le bon sens naturel. Ouais. Mais, il y a quand même, un point que je trouve, fascinant dans ton discours, c'est comme ça, cette famille, on est tous tout cassés de l'intérieur. Ouais. Et ça vraiment, je pense que c'est un combat personnel, heu, c'est des discussions que j'ai souvent avec, des gens de ma famille aussi, Mmh de mh. dire: «Non, heu, notre vision de nous-mêmes, heu, est la base de ce qu'on va faire». C'est-à-dire que ce qu'on est détermine ce qu'on fait. Donc la vision qu'on a de nous-mêmes, de ce qu'on est, détermine ce qu'on sera capable de mettre en place. Et avoir une espèce de fatalisme de dire: «Bah, ah ma grand-mère elle a eu le cancer, j'ai une sensibilité, c'est comme ça et cetera». On n'a pas à l'accepter et en plus c'est faux. C'est pas parce que Complètement. vous avez développé, parce que vous avez le terrain génétique, l'environnement, le stress chronique et cetera, que ça condamne les générations d'après Oui. à avoir un espèce d'héritage, dont on serait obligé d'accepter la fatalité. Et ça me touche particulièrement et c'est un message que je voudrais donner de dire: quand on reprend sa responsabilité et qu'on cherche à comprendre, on trouvera pas forcément toutes les réponses. Mmh. Mais une grande partie du chemin se fait et c'est pas parce qu'on a été en diarrhée toute sa vie qu'on finira sa vie de cette manière-là. Exactement. Et c Le corps il y a plusieurs choses que j'ai envie de rajouter à ça, mais le corps va toujours tendre vers l'homéostasie. C'est comme ça qu'on est construit. On va toujours tendre vers la santé. Le corps va toujours tout faire pour essayer de trouver un équilibre. Il suffit de lui apporter les bons outils. Donc c'est sûr que si on le maltraite toute notre vie et qu'on est enfermé dans cette bulle de fatalité, de se dire: «De toute façon, il y a rien à faire, quoi que je fasse, autant que je bouffe ces chips et que je me couche à 3 heures du matin et que je boive de l'alcool tous les soirs, ça ne changera rien, donc autant continuer parce que, j'ai ce terrain». Et moi, j'ai été enfermée là-dedans aussi. Je suis contente que tu parles de ça parce que c'est vrai que je l'ai dit comme ça, mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup enfermée pendant des années, de me dire: «Bah, c'est comme ça, je on est toutes cassées de l'intérieur, c'est notre famille», mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai. Et ça s'appelle d'ailleurs l'épigénétique et maintenant on le comprend très bien. La génétique, en fait, n'a pas tant de valeur que ça. C'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'influence de notre environnement sur la génétique. Nos gènes, on peut les allumer et les éteindre. Enfin, on peut, notre environnement peut, mais ils peuvent être allumés et éteints. Et donc, on a toutes les clés en main pour le faire. Alors, on peut pas tout contrôler à 100%, mais on peut quand même contrôler pas mal. Et on dit dans les maladies auto-immunes que seulement 30% des facteurs déclencheurs sont liés à la génétique. 70%, c'est notre environnement. Donc on peut quand même contrôler 70% de l'équation, ce qui est pas mal. Et on peut aussi se remettre d'une maladie auto-immune. Alors on ne peut pas dire guérir, parce que officiellement, à partir du moment où le corps a acquéri cette capacité de créer les auto-anticorps, il ne peut pas revenir en arrière. Il sait comment les faire maintenant, c'est plus compliqué. Mais donc ça s'entretient du coup. Mais on peut être en rémission. On peut être simplement en équilibre, en bonne santé. Et ça, c'est sûr que oui, on peut le contrôler. Et c'est beaucoup dans la tête. C'est beaucoup dans la tête. merci. Ouais. C'est très intéressant et j'aimerais qu'on parle maintenant de l'intestin. Ça va être un bon pavé, je pense. Ouais. Heu, c'est fascinant et ça fait, je pense 15 ans vraiment que ça se développe beaucoup, il y a eu des livres assez connus, mais voilà, qu'on fait le lien entre,
l'intestin comme un deuxième cerveau, donc il régirait beaucoup de choses, surtout au niveau hormonal, entre le système nerveux et l'intestin, entre notre microbiote intestinal et le reste de la santé de notre corps. Mmh. Est-ce que tu peux aborder ça, puisque ça fait partie d'un des points communs de l'ensemble des maladies auto-immunes, c'est l'intestin poreux. Voilà. Donc l'intestin poreux, déjà, on va comprendre ce que c'est, on va le définir. Donc, on a la paroi, pardon, on a la paroi intestinale qui est construite de cellules. C'est vraiment une seule couche de cellules. On appelle ça des cellules épithéliales. Et ces cellules, elles sont reliées entre elles par des jonctions serrées. Donc les jonctions serrées, c'est des petits filaments comme on voit ici avec mes doigts, et mes mains, ce sont les cellules. Donc naturellement, comment le corps il va ingérer les micronutriments et toutes les bonnes choses, il va ouvrir ces jonctions serrées pour laisser passer les micronutriments, les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, tout ça, et les refermer quand il y a des pathogènes. Sauf que quand il y a un intestin poreux, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place, mais les deux principaux, ça va être les jonctions serrées qui vont rester ouvertes, qui vont s'ouvrir prématurément et qui vont rester ouvertes beaucoup trop longtemps ou même ad vitam, ou il va y avoir des lésions. Donc au lieu d'avoir ces jonctions serrées qui sont toutes bien collées entre elles, et ben, il va manquer certaines et ça va créer des lésions et ça va créer des trous où toutes les choses qu'on n'aimerait pas, donc de style des pathogènes, des bactéries, les virus, mais même des fragments alimentaires. Donc des molécules qui n'ont pas été correctement pas Découpé. dissimilées, ouais. Euh, Assimilé, oui. non, c'est pas Quoi. assimilé, l'inverse d'assimiler, breakdown, qui n'ont pas été correctement Ah, cassées. oui, catabolisé, cassé, digéré. Et ben même ça peut créer une réponse immunitaire parce que derrière, on a notre système immunitaire qui nous attend, qui est là, qui attend justement pour se défendre contre tous ces pathogènes. Donc c'est 80% du système immunitaire qui se trouve derrière la paroi intestinale. Et donc quand il a une bactérie, un pathogène, de temps en temps, il arrive à bien gérer. Sauf que quand c'est constant et que c'est à chaque fois qu'on mange, qui se retrouve avec des fragments alimentaires qu'il ne reconnaît pas. Donc, il perçoit ça comme un pathogène, qui se retrouve avec des bactéries, tout un tas de produits chimiques auxquels il va réagir. Et ben, il va être non-stop en train de réagir. Et c'est là qu'on va avoir une inflammation chronique. Et de là, on peut voir apparaître les symptômes dont je te parlais, des tendinites par-ci par-là, des douleurs par-ci par-là, parce qu'en fait, le corps maintenant, il est dans une inflammation chronique, il n'arrive plus à gérer l'inflammation, et donc il y a les douleurs qui apparaissent. Après, s'ensuit des mécanismes comme le mimétisme moléculaire et d'autres mécanismes qui vont faire qu'on va déclencher l'auto-immunité. Mais tout part de là, tout part de cet intestin poreux. Et donc, quand on a cette approche donc de santé intestinale, une approche, on va dire, alternative ou naturelle, on réfléchit à qu'est-ce qui peut causer cet intestin poreux. Parce qu'il n'arrive pas comme ça, par magie. Donc, c'est des années, hein, ce sont des années de potentiel stress, de potentiel malbouffe, de produits chimiques, de sensibilité alimentaire. Alors, notamment, encore une fois, le gluten. C'est un aliment qui va affecter fortement cet intestin poreux. Et même s'il n'y a pas un intestin poreux, le gluten a des sortes de capacités de cheval de Troie, où il va pouvoir pénétrer au sein des cellules épithéliales sans passer par les jonctions serrées, comme il est censé faire. Il arrive à pénétrer au sein des cellules et sortir intact de l'autre côté. Et donc, il arrive intact de l'autre côté au niveau du système immunitaire. Et pareil, il va y avoir une réponse immunitaire. Donc c'est un aliment qui reste inflammatoire, pas pour rien, on l'a compris maintenant, mais il va aussi impacter les jonctions serrées. Et donc on comprend dans l'alimentation, il y a certains aliments, ou on va dire certaines protéines, qui vont affecter cet intestin poreux, qui vont créer ces lésions, ou qui vont forcer l'ouverture des jonctions serrées. Et ça, ce sont les lectines. Et donc les lectines, ce sont des protéines qui se trouvent dans les plantes,
qui ont pour mécanisme de défense, en fait. C'est un système de défense des plantes et qui sont à des taux variés en fonction des aliments. Et donc, c'est de là où est né le protocole auto-immune, où on va éliminer les aliments qui sont forts ou un haut taux en lectine. Et ça va être tout ce qui va être céréales, donc varié, hein, le riz, l'avoine, évidemment le blé, l'orge, le seigle, mais aussi les pseudo-céréales, donc sarrasin, quinoa. On va éliminer les solanacées, tomates, poivrons, pommes de terre, aubergines, encore une fois à cause de ces lectines. On élimine le café, bon ça c'est pour d'autres raisons, mais le café, il y a beaucoup de problèmes de moisissure, la caféine aussi peut impacter. On va éliminer tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est transformé, produits chimiques, sucre rajouté. Et donc on fait ça pendant un certain temps, c'est pas à vie, hein, mais c'est un protocole qu'on fait sur 1 mois, 1 à 3 mois. Alors moi je l'ai fait 6 mois. En réalité, la plupart des gens que je suis, on voit qu'il y a quand même besoin de le faire un peu plus longtemps. Mais de la manière dont il a été développé, officiellement, ils disent entre 30 à 90 jours pour la phase éliminatoire. Donc, on a très bien compris. Et tout ça, c'est très similaire aux travaux de Senialé, d'ailleurs, que tu dois connaître. Oui. Lui, son combat, c'est les céréales et les produits laitiers, mais ouais. Le protocole AIP va un petit peu plus loin quand même avec... voilà. En fait, c'est l'ensemble des aliments qui développent des marqueurs inflammatoires. Et c'est ceux qui ressortent sur les tests IgG très souvent. Les œufs aussi sortent, je crois, dans le protocole AIP. Ouais. Oui, on enlève les œufs, parce que c'est vrai que les œufs, surtout le blanc d'œuf, peut être problématique. Mais le but, c'est d'enlever tout ça pendant un certain temps pour permettre à la régénération de la paroi intestinale, donc de guérir cet intestin poreux. Alors, en parallèle, je trouve que quand même, c'est important d'avoir aussi une approche de compléments alimentaires personnalisés, individualisés. Et ensuite, il y a d'autres piliers de l'AIP, notamment de travailler sur la gestion du stress, parce que le stress, même sous 24 heures, peut avoir un impact sur l'intestin poreux. Le stress du matin peut créer ce mécanisme d'ouverture des jonctions serrées en 24 heures. Donc, il a un impact vraiment direct là-dessus. Donc, il faut travailler sur la gestion du stress. Le sommeil, c'est pareil, crucial. C'est trop souvent oublié. Le mouvement, tout ce qui va être, c'est plutôt sport doux, pas des choses qui vont créer plus de stress pour le corps, mais très important de bouger, de créer ce mouvement, même de par tout ce qui est fonction cellulaire et des mitochondries, on veut même rien que de la marche, rien que de faire un petit peu de vélo, un petit peu de marche en extérieur, des choses qui demandent pas trop, sont très importantes pour la fonction cellulaire. Et la dernière chose, c'est la connexion à autrui, la connexion à la nature. Encore une fois, on est des animaux, on est fait pour toucher la terre. C'est un concept qui ne devrait pas être un concept qui s'appelle le grounding, donc la mise à la terre. Et c'est d'une tristesse qu'on soit obligé de parler de ça en tant que concept, et que quand on en parle, on nous prend pour des fous. Mais pour être équilibré et pour pouvoir se décharger tout effet d'énergie et donc d'échange d'ions, il faut se connecter à la terre, il faut simplement toucher la terre, même les arbres. C'est important, c'est très important en tant que être humain sur la terre. De respecter aussi le cycle du sommeil, notre cycle circadien, donc le fait qu'on se réveille et qu'on s'endorme. Tout ça est calé sur le cycle du sommeil. On peut pas le nier. On est on appartient à la Terre et on vit en fonction du rythme de la nature et de la Terre. Et donc, il faut pas l'oublier. Et donc, on revient un petit peu à ces sources-là avec le protocole AIP. Et tout ça a pour but de guérir l'intestin poreux. S'ensuit après d'autres choses, hein, mais on sait le principe. Ok. Fascinant. Effectivement, on a tendance à... Déjà, quand on parle de la nature, il y a un côté, quand on nomme, on prend un peu le dessus sur quelque chose ou quelqu'un, alors que la nature n'existe pas sans nous et nous n'existons pas sans elle. Ouais. Donc c'est vrai que c'est fou de revenir à des concepts de dire grounding, de faire un truc tendance. Ouais.
alors que en fait, c'est pas un concept, c'est nous, c'est notre essence, ça fait Ouais. partie de nous, quoi. Mais j'ai presque Mais envie de dire, la nature existe sans nous, hein. C'est nous qui existons pas sans la nature. La nature, elle existe très bien sans nous, si on n'était plus sur cette terre. c'est métaphysique comme question. Moi, disons que j'ai beaucoup de respect et de confiance en la nature. Et Ouais. par exemple, il y a un essayiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit pas mal de livres, qui a fait un recueil qui s'appelle Antifragile, très, 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 très intéressant. Anti quoi? Et lui, Antifragile. OK. Donc en gros, il développe le concept de robustesse et de fragilité. Et il dit, il n'y a rien qui oppose dans le langage quelque chose à la fragilité. La fragilité, c'est quelque chose qui va céder sous le stress. Et il Mmh. dit, tout le vivant est régi par l'antifragilité, c'est-à-dire qu'il utilise le stress comme facteur de croissance, jusqu'à un Complètement. certain seuil, évidemment. Ouais. Mais quelque chose de robuste, ça va casser au bout d'un moment. Il dit, nous, on n'est pas robuste, on est antifragile. Quand tu t'entraînes et que tu deviens meilleur, c'est parce que tu es antifragile. Donc J'adore. voilà, il développe tout ça. C'est super intéressant, vraiment Très super intéressant comme bouquin. concept. Et Ouais. lui, il vit sa vie de cette manière-là. Il dit, j'ai confiance en les choses qui ont passé l'épreuve du temps. C'est-à-dire, toute nouvelle personne ou nouvelle idée qui vient pour dire on fait mieux que ce qui est fait depuis avant doit passer l'épreuve du temps. Mmh. Exemple typique, dans 1000 ans, il annonce, dans 1000 ans, on lira la Bible toujours. Dans 1000 ans, on lira peut-être plus Marc Lévy. Mmh. Dans 1000 ans, on mangera encore avec une fourchette. Il y aura encore des chaises. Dans 1000 ans, il y aura peut-être plus d'ordinateur. Parce que il y a des choses qui ont passé l'épreuve du temps, qui nous suivent depuis des générations et des générations. L'alimentation, c'est une des choses en lien avec ça. Mmh. Si elles ont passé l'épreuve du temps, c'est qu'elles sont cohérentes et qu'elles favorisent la vie. Elles ne sont pas mortifères. Les nouveaux comportements qui n'ont rien prouvé doivent rester humbles vis-à-vis de la nature parce qu'ils sont potentiellement mortifères. Donc, par exemple, Mmh. l'électricité, c'est une bonne révolution. Tu l'as dit, être éclairé toute la journée, ça se trouve, dans 100 ans, on ne le fera plus. On aura compris qu'il faut couper au bout d'un moment, etc. Ouais. Et donc, pour lui, l'alimentation, il dit, moi, je suis méditerranéen. Il est des pays nord du Maghreb, de mémoire. Et il dit, je ne mange que les fruits qu'il y avait dans mon bassin méditerranéen il y a 10 000 ans. Donc, c'est des Mmh. poires, des pommes, quelques agrumes, mais ça s'approche plutôt du citron plus que de l'orange sucrée d'aujourd'hui. Ouais. Euh, et en fait, si tu veux, c'est un petit peu le côté paléo, mais lui, il le pousse dans beaucoup plus de sphères dans sa vie. Donc, dans sa manière d'interagir avec son environnement aussi, il essaye de respecter ce qui se faisait à l'époque en disant on a vécu comme ça pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. C'est un comportement, à mon sens, qui a fait plus ses preuves que les nouvelles choses qu'on nous propose, voire qu'on nous force à adopter aujourd'hui. Ouais. Nassim Nicolas Taleb. Ouais, complètement alignée avec ça. Mais ça marche quand, on n'est pas dans un état, désespéré à cause de l'extrême dénaturisation de notre alimentation qu'on a eue ou de notre, hygiène de vie. Et ça, c'est aujourd'hui, moi, je tends beaucoup vers tout ça et je m'inspire beaucoup de tout. Bon, là, aux États-Unis, on est blindé de tout ce qui est, médecine de la longévité. On parle, justement de tout ce qui est, le bon stress, pour la santé, donc pour la santé des mitochondries, donc le froid, l'extrême chaud, l'inconfort en fait va créer cette résistance, va créer l'absenté. Donc je suis à fond dans tout ça. Mais quand on est dans un état de maladie, c'est là que pour moi il faut faire des choses un peu plus extrêmes, on va dire, pour vraiment changer les choses et on peut pas vraiment trouver la rémission avec uniquement une alimentation qui est équilibrée. C'est qu'il faut comprendre où est-ce qu'il y a les déséquilibres. Est-ce qu'il y a cet intestin poreux? Est-ce qu'il y a des carences? Parce que les carences alimentaires, pareil, c'est pas que avec l'alimentation. Il y a des fois où on a besoin de complémenter. Mais là, tu parles de... Bon, après, c'est mon point de vue. Tu dis qu'il faut faire des choses un peu plus extrêmes, et tu as parlé notamment du protocole AIP. Ouais. Euh, mais
la réalité, c'est que même si les 6 semaines, normalement c'est 6 semaines, même si toi tu l'as fait 6 mois et qu'il faudra le faire plus longtemps, elles peuvent paraître restrictives, mais au regard de ce que tu fais après, elles Mmh. le sont pas tant que ça. C'est juste que tu vas être un peu plus loin dans la suppression de certains aliments, mais la grande majorité des aliments que tu supprimes à ce moment-là, déjà d'un tu les reprendras pas, enfin tu manges, j'imagine que tu manges très peu de céréales, que du coup tu identifies aussi certains, des noix, des choses, qui peuvent poser problème, même si c'est pas Oui, forcément toutes. Enfin, moi, tel que je vois le protocole AIP, c'est alors il y a une phase très restrictive, mais il y a aussi, un retour en arrière total qui n'adviendra jamais. totalement. Totalement. Ça change pour le mieux, notre futur parce que c'est vrai que je suis jamais revenue à mon régime alimentaire d'avant, heureusement, parce qu'il y avait beaucoup de fast-food, pas beaucoup d'aliments riches en nutriments et et en fait, ça te permet disons que l'AIP, ça te permet de construire ton propre, ta propre alimentation. Donc tu vas réintroduire les aliments petit à petit, tu vas voir à quoi tu réagis, à quoi tu réagis pas et puis ça te permet de retrouver, l'alimentation qui te convient, qui t'est propre. Donc moi aujourd'hui, c'est vrai que je suis toujours une forme de l'AIP, mais en vrai c'est le régime de Laurane, c'est mon régime et je ne mange toujours pas de céréales. Je mange de l'avoine de temps en temps, mais et c'est pas la fin du monde s'il y a un petit peu de quelque chose dans mon assiette pendant l'AIP, oui, là vraiment il faut même pas qu'il y ait de contamination de quoi que ce soit et j'étais très très stricte, mais aujourd'hui j'ai quand même cette flexibilité là. Mais oui, il y a encore des choses que je ne mange pas, les produits laitiers de vache. Je mange tout ce qui est chèvre et brebis, mais vache, je ne mange pas et je fais le choix de ne pas donner ça à mes enfants aussi. Donc, sauf si c'est une vache à lait A2, parce il y a une protéine qui s'appelle la caséine dans le lait de vache. Et la caséine A1 est pro-inflammatoire, la caséine A2 l'est beaucoup moins. Donc, si un jour j'ai pas le choix et que j'ai un lait A2 et que c'est une vache élevée en plein air nourrie à l'herbe, oui, avec plaisir. Mais sinon, non, je ne vois pas l'intérêt de réintroduire certains aliments. Et puis surtout, je réagis encore. Le riz, je n'arrive pas à le réintroduire, Ouais. par exemple. Et le gluten, je Mmh. n'essaierai jamais. Donc voilà. Ouais. Bah, je comprends, hein, petite anecdote, Ouais. ça a été mon métier pendant un temps, j'ai fait des études dans l'hôtellerie, j'étais en cuisine et je Mmh. je me disais toujours, en travaillant les aliments, de me dire: «Ça passe à l'intérieur de nous» et je peux te garantir que quand tu travailles du blé, la pomme de terre aussi, ça me fait ça. Mmh. Ça te colle au doigt, c'est un enfer. Je me dis: «Mais ça doit être un calvaire pour notre corps de s'en sortir, c'est de la colle». C'est-à-dire que ça a plein de propriétés incroyables pour travailler la pâte, pour la pousse, Ouais. des propriétés olfactives, des propriétés texturantes. Pas de souci, c'est génial, le gluten, c'est fantastique. Mais la finalité, c'est quand même de le manger et pour ça, je me Ouais. dis: «Waouh, j'ai pas envie de l'avoir sur les mains, mais j'ai clairement pas envie de l'avoir dans mon intestin non plus». C'est trop drôle. Bah ouais, tu raison, hein. Tu raison. Je suis contente que tu aies fait enfin, c'est rigolo que tu sois fait cette réflexion déjà aussitôt. Mais il y a pas mal de choses comme ça, la pomme de terre aussi, ça fait ça. Certains légumes, tu vois? Par exemple, je me suis toujours un petit peu, pas méfié, mais il faut tout préparer. La cuisson, c'est clairement une prédigestion, c'est pour ça qu'on l'utilise, il y a pas de souci. Heu, mais je me suis toujours quand même j'ai eu un regard, disons, un peu méfiant des aliments qu'on doit préparer d'une manière assez extrême avant de pouvoir les ingérer. Par Mmh. exemple, les pois. Moi, clairement, je ne peux pas manger de pois chiches, si je mange une petite cuillère à soupe, ça va. Au-delà, ça me rend malade. Ouais, Il faut les faire tremper, il faut les peler, il faut les cuire. ouais. Je me dis: «Mais attends, s'il faut aller autant à l'extrême opposé de l'essence même de l'aliment, c'est que peut-être qu'il faut juste pas le manger, quoi». Bah oui, j'aime beaucoup cette logique, c'est sûr.
Et d'ailleurs, on les mange pas sur l'AIP. Moi, je recommence à en manger là récemment d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça n'a pas de logique de se dire que on soit obligé de passer par autant d'étapes pour que ça soit digeste. Mais bon, en même temps, c'est très riche en fibres. Ça fait partie d'une alimentation, on va dire, comment on dit plant-based en français, flexivore ou Plant-based, oui, ce serait ça, flexitarien. Ouais, flexitarien, qui est quand même pas mal étudié maintenant et il y a des très bons résultats. Donc, il faut arriver à allier sa logique avec, moi j'aime bien éplucher un peu les études scientifiques, mais tu peux trouver de tout et de rien dans les études. Donc moi je peux te citer une étude qui dit le contraire total d'une autre étude et te dire bah non mais il y a une étude qui dit ça. Donc bon, il faut savoir utiliser sa logique, mais c'est vrai que quand il y a un consensus, bon bah c'est quand même c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai que pour les légumineuses, il y a quand même quelque chose de positif pour le microbiote d'ailleurs, qui va apporter des fibres chez certaines personnes. Parce que des personnes qui ont un SIBO, par exemple, donc quand il y a le microbiote, une prolifération de mauvaises bactéries dans l'intestin grêle, ce qui va créer ces ballonnements, les gonflements, les gaz dans l'heure ou dans les 2 heures après les repas. Ça, pas une bonne idée de manger des légumineuses. Non. Donc, il faut tout individualiser en fait. Et est-ce que tu peux, parce que du coup, donc, ces toxines en fait, qui sont des mécanismes de défense, tout le vivant veut survivre. Tout le vivant veut survivre. Il y a les animaux ont développé le mouvement comme moyen de défense, le combat, la fuite, la perception. L'ensemble du règne végétal, ils ont des structures cellulaires différentes, ils ont peu de mouvement, donc ils développent plutôt des stratégies chimiques pour se défendre. Et donc on a des toxines qui, ingérées à trop grande dose selon les sensibilités de chacun, peuvent poser des problèmes. Du coup, j'imagine qu'une alimentation plant-based sur l'AIP, ça ne peut pas fonctionner parce que les aliments denses végétales sont assez forts en ces toxines, notamment tout ce qui va être les amandes, les noix, les légumineuses, etc., qui sont des aliments à haute densité nutritionnelle, mais quand il y a un grand trésor caché, on le protège bien. Donc, est-ce que tu peux nous décrire une assiette AIP et ensuite, comment tu as fait matcher ça peut-être avec ton éthique? Parce qu'aujourd'hui, manger de la viande, c'est très mal vu. De plus en plus, on essaie de nous éloigner de ça. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Comment décris-nous le protocole AIP, une assiette type, une journée type, et ensuite, qu'est-ce qui se passe après, quand on commence la réintroduction et quelles sont les choses à long terme qu'on peut garder? Oui, donc c'est une très bonne question. C'est vrai que dans l'AIP, la protéine animale a une place très importante, à condition que ça soit de la protéine animale de qualité. Mais pourquoi elle est importante? Simplement parce que c'est pareil, il faut se fier à la réalité. Il y a des micronutriments dans la viande qui ne sont pas présents ou qui ne sont pas assimilables ailleurs, ou pas aussi bien assimilables ailleurs. Et la viande, c'est là où il y a le plus de densité nutritionnelle par centimètre cube d'aliments. Ça ne veut pas dire qu'il faut que manger de la viande, parce qu'il nous faut d'autres micronutriments, il nous faut des fibres, il nous faut des phytonutriments qu'il n'y a pas dans la viande. Donc, on ne peut pas que manger de la viande non plus. Ceci dit, il y en a qui le font. Mais elle est importante si c'est une viande de qualité, donc de pâturage, élevée en plein air, nourrie à l'herbe. Il va y avoir une structure, surtout au niveau micronutritionnel ou nutritionnel, et au niveau des oméga 6, oméga 3, qui va être complètement différente. Le ratio oméga 6, oméga 3 n'a rien à voir quand c'est une bête élevée en plein air, élevée en pâturage, que dans un, comment on dit, quand c'est pas en pâturage, dans un Non, pas dans un abattoir, c'est un élevage industriel. Voilà, élevage industriel. Donc, il va pas du tout y avoir le même profil nutritionnel. Et aussi, on va se focaliser sur tout ce qui est abat.
plus que le muscle. Parce que pareil, les abats, il y a vraiment une densité nutritionnelle dans les abats que même on ne retrouve pas autant dans la viande classique. Alors en termes de viande, on varie, on varie tout type de protéines animales, la viande rouge. Alors le poulet est moins intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais il peut y avoir des intérêts, même la dinde, avec le tryptophane. Enfin, il y a un intérêt de varier, mais aussi tout ce qui va être poisson. Donc on va se focaliser sur les petits poissons, évidemment. Déjà pour la densité en oméga 3, mais surtout pour éviter la contamination des métaux lourds. Bon, ça, on en parle et on en reparle, on le sait tous. Et de tout ce qui est fruits de mer. Pareil, les fruits de mer, ils ont des taux d'iode, ils ont un vrai intérêt en fait nutritionnel. Donc il faut varier tout ça. Donc on inclut de la protéine animale à chaque repas pour l'AIP. Parce que la protéine reste importante et on ne peut pas s'en passer et on n'a pas d'autres options de protéines parce que les légumineuses vont contribuer à cet intestin poreux ou peuvent contribuer à cet intestin poreux. On peut diminuer le taux de lectine, comme tu dis, si on les prépare bien. Si on les fait germer ou qu'on les trempe et qu'ensuite on les cuit à la pas à la vapeur, à la cocotte minute, là on va réduire un maximum les lectines. Mais si on est très sensible, si on a l'intestin en vrac, et ben ça vaut le coup quand même de les éliminer pendant un certain temps. Donc une assiette AIP, ça va être... d'ailleurs, il y a un super steak français qui existe maintenant où ils mélangent la viande avec les abats, avec du foie. Féroce. Ouais, féroce. Donc je l'ai pas encore testé, moi je l'ai pas essayé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et moi j'achète ça aux États-Unis, ça se trouve assez facilement. Donc j'achète ça depuis des années et je suis tellement contente de voir qu'il y a maintenant cette option en France, en espérant qu'ils élargissent leur gamme. Mais pour la petite anecdote, c'est Pierre Dufresne qui fait ça. Ouais. C'est le premier épisode de mon podcast d'ailleurs. Et c'est le directeur de mon école de naturo. Ah mais c'est génial. Et en plus c'est non, il est naturo de base. Il est préparateur physique, coach mental, il est plein de casquettes. Et il a créé donc le centre de l'Hormèse, dans lequel il faisait des formations de respiration, de méditation, d'entraînement sportif, etc., pour comprendre l'hormèse en fait. Et donc ce côté du stress challengeant qui nous permet de progresser, etc. Et là, il y a 2 ou 3 ans, il a monté le CNH, ça s'appelle Centre Naturopathie Hormèse. Et il fait des formations de très très grande qualité. Je ne suis pas payé pour le dire, mais je paye ma formation et franchement, c'est vraiment top. Ouais. Et c'est lui qui a créé Féroce avec un ami à lui qui tient un podcast aussi. Ouais. Mais tu sais que je rêve de les avoir en webinaire parce que j'ai un projet, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai un projet où j'essaye de rassembler un maximum de ressources autour de l'approche AIP, autour de cette approche naturelle des maladies auto-immunes, ça s'appelle Bien-être auto-immune. Donc c'est un site gratuit, vous pouvez retrouver, on fait des webinaires 2 fois par mois, il y a des articles de blog, tout est axé autour de l'auto-immunité, autour de cette approche naturelle. Et je rêve de les avoir en webinaire justement pour parler de ça, pour parler de la viande, parce que quand on parle de la viande en France, c'est toujours une connotation négative. Oui. Et c'est triste et c'est dommage parce que moi, je ne crois pas que ce soit une meilleure alimentation pour nous d'éviter la viande. La protéine animale, pour moi, fait partie d'une alimentation naturelle de l'espèce humaine. Oui. Mais il y a toujours ce côté... côté éthique. Tout ce qu'on met dans notre bouche doit mourir pour qu'on vive. Bah oui, et après, c'est juste comment on place le curseur. C'est-à-dire, c'était un grand débat. J'ai fait la diète carnivore pendant un temps. C'était une expérience incroyable. C'est trop vraiment une expérience intéressant. incroyable. Moi aussi, je l'ai fait. Combien de temps tu l'as fait? Quasiment 6 mois. Waouh! Et là, je l'ai arrêté parce que mon médecin fonctionnel m'a dit, bon, on va... Mais je suis toujours... Ce que je mange, c'est très proche de l'AIP au final. En gros, je mange des légumes. Pas tous, mais je mange des légumes et de la viande, quoi. Et quelques petits à côté, un peu de miel, quelques fruits parfois, mais voilà. Et c'était très intéressant. Et puis j'ai fait le chemin de Compostelle en étant carnivore. Et du coup, tu manges quand même régulièrement avec des gens.
Et j'ai été confronté à ce que les gens pensaient de mon alimentation parce que tous les jours, Mmh. j'avais des nouveaux gens qui étaient outrés ou fascinés ou étonnés de ce que je Mmh mangeais mh. Mmh et j'ai mh. eu cette conversation plein de fois et des grandes conversations sur où est-ce qu'on place, en fait, le curseur. C'est-à-dire qu'en Mmh. discutant avec des végétariens, j'ai eu des filles qui me disaient, «Je vais mourir, rien qu'à te regarder manger ça, je vais aller en enfer». Enfin des trucs lunaires et j'avais des conversations et je leur disais: «Beh» sur le chemin, je faisais l'effort d'aller dans des boucheries une fois par jour pour acheter la viande. Je leur demandais la viande la plus proche, du en pâturage, et cetera, et cetera. Mmh mh. Et eux, ils mangeaient des trucs dans des sachets en plastique, du soja qui poussait, en Amérique du Sud et je lui dis: «Mais on arrache la terre aux paysans, on déforeste, on arrose, il y a tout qui meurt, les vers de terre, les insectes, tout meurt pour que Mmh. ton soja pousse, qui sont envoyés je sais pas où pour être transformés dans des conditions exécrables, Ouais. empaquetés, redélivrés». Je dis: «C'est il y a des bateaux, des avions, ça va dans tous les sens». Mmh Je mh. dis: «À un moment donné, je comprends qu'on nous dise: "Manger de la viande, c'est mal". Mais il faut se questionner sur l'ensemble» et je pense que ce qui compte, c'est pas ce qu'on mange, c'est d'où vient ce qu'on mange par rapport à où on est et Ouais. comment ça a été produit. Ouais. Et ça, c'est le plus important. Donc c'est vrai que ce débat en France, il est encore en Europe, il est encore très prégnant. Oui. Peut-être parce qu'on a été des fervents défenseurs, enfin, les Espagnols, les Français ont toute notre gastronomie, elle est basée sur la viande. Du coup, je pense que quand il y a un extrême, souvent ça va Il y a taper de l'autre l'autre côté extrême. Ouais. et qu'on est un peu dedans en ce moment, mais ça changera. Mais c'est Ouais, vrai mais qu'aux ça n'a pas États-Unis, de c'est un peu sens. différent. Ouais, ça a pas de sens de diaboliser la viande, je suis d'accord. C'est, il faut comprendre le d'où elle vient, l'intérêt et puis, on est fait pour manger de la viande et tu sais, en parlant de jeunes femmes, qui sont végétariennes et qui te disent, qu'elles vont mourir en te regardant manger ton steak, moi le nombre de personnes, de femmes que je suis, ou que j'accompagne, qui ont été végétariennes pendant 5 ans, 10 ans, qui ont les hormones en vrac à cause de ça. Et la première chose que je fais, c'est que je fais un rééquilibrage alimentaire et on vient rapporter les protéines animales et les oméga 3 et mais c'est enfin, c'est systématique. Le nombre de jeunes femmes que j'ai et c'est toujours, autour de la enfin jeunes femmes, oui, jeunes femmes autour de la trentaine, qui ont été végétariennes pendant quelques années, ça les a foutues en l'air, complètement. Bah, c'est ça, je pense que c'est vraiment quelque on pourrait moi, je pourrais parler de ça pendant des heures. Ouais. C'est un sujet, autant de santé que d'anthropologie, c'est un sujet social. Mmh Heu, mh. Ce grand débat de dire, en fait, je me demande, moi, la question que je me demande, l'espèce humaine est quand même ravissante parce qu'on a du temps à perdre et on se pose la question de si ce qu'on mange, non pas c'est bon pour nous, mais est-ce que c'est bon pour l'environnement, bon pour la planète? Comme si, encore une fois, on s'éloigne de l'équation alors qu'on est partie prenante et je Mmh me mh. dis: «Est-ce qu'un lion se sent coupable?» C'est une vraie question. Est-ce qu'il se sent coupable à un moment donné de manger une gazelle et que cette culpabilité pourrait l'amener à manger autre chose jusqu'à ce que ça le tue? Est-ce qu'une vache pourrait se dire: «Je suis en train de détruire le pré, je vais me mettre à manger les insectes Ouais. et jusqu'à ce qu'elle en meure» et et nous, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est tellement perdu en termes de repères qu'on ne sait plus ce que c'est que manger en tant qu'être humain. On Bah, sait ouais. même plus ce que c'est C'est un peu le et paroxysme de l'être humain, hein. On est des et êtres, philosophiques mais jusqu'à en mourir, c'est ça qui est génial. jusqu'à en Mais, mourir. c'est vrai que les végétariens, pour le coup, enfin, pareil dans mes petites expériences et échanges, je vois beaucoup de gens qui ont des très gros problèmes de santé parce qu'ils ont une alimentation, plant-based, pas forcément végétarien. Mais pour aller chercher de la densité et donc, de l'énergie, il faut mettre des choses si on mange pas de viande, qui à terme, je pense, posent problème dans ces quantités-là, en fait. Ça peut pas devenir une base alimentaire. Je pense que le riz et les pois ne peuvent pas être une base alimentaire et Ouais. que d'ailleurs, on le voit dans les régimes végétariens, mis en avant ou dans l'espèce d'avenir, alimentaire qu'on nous prévoit, il y a des insectes, des choses comme ça, mais je dis: «Attendez, quand même pas s'arrêter de manger de la viande pour manger des insectes». Ouais. Qui on est pour dire que la vie, d'un criquet a moins de valeur que celle d'une vache?
Enfin, Ceci je sais étant pas. dit, les insectes sont très intéressants parce que dans Et leur bien sûr. exosquelette, il y a des composants qui permettent de réduire les TNF-alpha qui sont en lien avec pas mal de maladies auto-immunes, dont la spondylarthrite. Donc moi, quand j'étais malade, j'ai mangé beaucoup de poudre de criquet. Ah ouais? C'est Ouais, génial. bah, Est-ce en qu'il y a la poudre. même chose dans les crustacés, la chitine, tout ça? Est-ce que ça fonctionne aussi ou Oui, c'est c'est ça, vraiment propre aux exactement. insectes? Ouais, ok. Exactement. Ouais, c'est ça que c'est bien de manger les petites crevettes, les toutes petites crevettes et de manger aussi Ouais. la peau, ouais. Des criquets. Ok. Ouais. Bon, désolé pour cette grosse digression, mais c'est Non vrai mais que le c'est côté trop éthique, intéressant. Ouais, c'est super intéressant. J'adore ton approche, ta vision des choses et je t'avoue que je m'attendais absolument pas à ce que tu me racontes tout ça parce que tu as aussi interviewé beaucoup de naturopathes qui sont des naturopathes plus classiques, on va dire français, et qui n'ont pas du tout ce discours-là. Donc, bah, pas du tout. Mais c'est ça qui est bien sur ce que j'aime, parce que c'est avant tout une expérience. Pour l'instant, c'est tout petit, ouais, mais c'est une expérience pas individuelle. Ce serait, non, c'est pas individuel le mot, c'est pas le bon mot, mais une expérience un peu personnelle. Et j'ai reçu, c'est pas encore sorti, mais du cétogène, du carnivore. Irène Grosjean, elle était crudivore, végétarienne. ouais, Vraiment, mais au final, je pense que le trait qui est en train de se dessiner, c'est pas tant la finalité, c'est le chemin. De dire, moi j'ai été crudivore, j'ai été végétarien un temps, j'ai testé le carnivore, et je pense que le fait d'expérimenter toutes ces choses, de comprendre pourquoi, pourquoi ça existe, pourquoi est-ce qu'on en vient à ces constats-là, mm, mm, euh, c'est un peu comme Thomas Edison quand il a trouvé le gaz parfait pour maintenir la combustion du filament dans une ampoule. mm. Ça a pris des années de faire ça. Et ils ont fait, je crois, plus de 10 000 tests de gaz différents. Et il y a une journaliste en se moquant qui lui a dit: qu'est-ce que ça fait d'avoir raté 10 000 fois? Il a dit: mais madame, j'ai 10 000 fois pris un chemin qui m'a amené au bon. C'est-à-dire Ouais. qu'à chaque fois que je fais des tentatives, en fait, ce que je fais, c'est pas un échec, c'est que ça me permet de savoir que c'est une impasse. Et donc, je l'apprendrai pas et je continue mon chemin. Et je pense que c'est à ça que ressemble ma chaîne. Il y a vraiment de tout et de rien. Et il y en a qui sont des impasses pour certains, des chemins pour d'autres, et chacun y fera son beurre, mais c'est super Ouais. enrichissant. Ouais. Non, mais c'est très beau parce qu'il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit et de se nourrir de tout, d'apprendre un peu de tout pour savoir qu'est-ce qui résonne avec soi. Donc c'est très bien que tu abordes tous ces sujets. Merci, Laurent. Bon, on revient à l'assiette AIP. Ouais. Donc, protéines animales, Ah oui, bon, on et en était ensuite, à l'assiette AIP. Attends, on n'a pas. Oui, donc protéines animales, ça représente à peu près 25% de ton assiette et tout le reste, ça va être des légumes de toutes les couleurs. Et on va vraiment se focaliser sur les pigments bien colorés, les carottes de plusieurs couleurs, des patates douces de plusieurs couleurs. On a le droit à la patate douce, mais pas à la pomme de terre, c'est pas de la même famille. Tout ce qui va être légumes, feuilles, donc le kale, les épinards. Les champignons aussi, c'est excellent et très important. On peut même les inclure tous les jours. Ça fait vraiment partie des super-héros. Et ensuite, les légumes fermentés. Donc, en réalité, le légume principal fermenté, ça va être le chou fermenté, la choucroute fraîche, pas cuite. Parce que ça porte à confusion quand on dit choucroute. Mais c'est le chou fermenté qui se trouve en bocal dans les magasins bio. Et ça va être important aussi. Donc ça représente, bon, tout ce qui est fermenté, c'est 1 cuillère à soupe environ pour chaque repas. Et puis après, une variété de couleurs et de se faire plaisir. Le bouillon d'os aussi fait beaucoup partie de ce protocole, où tous les jours, ou même à chaque repas si on veut, de boire une petite tasse ou une tasse de bouillon d'os. Ça va vraiment venir aider à régénérer les cellules de l'intestin. Il y a beaucoup d'acides aminés, la L-glutamine, la L-théine, beaucoup de choses qui vont venir aider à réparer et calmer. Quoi d'autre? Alors moi, je demande toujours à mes consultants d'avoir certaines choses, d'inclure tous les jours, mais aussi toutes les semaines. Donc toutes les semaines, d'inclure des mucilages. Donc ça va être surtout les gombos, je trouve que c'est le plus facile, mais on peut avoir des thés d'orme glissant aussi. Ça va être des choses qui vont venir nourrir le mucus, la mucine qui tapisse la paroi intestinale. Parce que le mucus,
il est, si ce n'est la première, c'est à débattre. Est-ce que le microbiote, c'est la première ligne de défense? Le mucus, c'est la deuxième ligne de défense. Ensuite, il y a la paroi intestinale et ensuite, il y a le système immunitaire derrière. Donc, on pourrait classifier ça comme ça. Et donc ça va venir nourrir tout ça, qui est très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Bon, l'hydratation reste très importante. Pour l'apport en minéraux, moi, j'aime bien me rajouter une toute petite pincée de sel marin. Pas du sel de table, pas de sel fin, du sel marin. On a des super sels en France, le sel de Guérande ou le sel celtique. De Pas besoin Camargue, d'aller il y en a chercher. plein. Ouais. Hein? Celle de Camargue, il y en a plein. Alors, franchement, Camargue, on a de la chance pour exactement. ça. Voilà, donc pas besoin d'aller chercher le sel de l'Himalaya, qui a des petits soucis de contamination aussi souvent, de métaux lourds. Donc restons en France pour ça, et petite pincée dans de l'eau le matin, avec un petit jus de citron pour stimuler les sucs gastriques. Et voilà, et là on a un beau quotidien alimentaire. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est ma question, est-ce qu'aujourd'hui ton assiette, à quel point elle est proche ou éloignée de ce protocole AIP? Elle reste proche. Elle reste proche. Après, moi, je mange tout, parce qu'on élimine aussi les oléagineux et les graines. Donc ça, moi, j'en mange beaucoup de ça. Et ça me permet d'avoir une belle flexibilité. Et aux États-Unis, on trouve beaucoup de grain-free, des produits grain-free, donc sans céréales. Et ils sont à base, la plupart du temps, de farine d'amande, mélangée avec farine de tapioca ou cassava. Bon, manioc, c'est un peu la même chose. Et farine d'amande. Donc ça, on peut pas quand on fait l'AIP strict. Mais donc par exemple hier soir, j'ai fait une grande salade. Alors j'aime bien aussi toujours me dire qu'est-ce qu'on peut rajouter. Comment je peux pimper ma salade. Donc je rajoute des graines de chanvre, j'utilise du vinaigre de cidre qui est très bon pour la digestion. J'en bois d'ailleurs dans mon eau avec mon repas. Je me fais ça, je me fais des petits pignons, plein d'huile d'olive, une belle salade. J'avais plus d'avocat, mais généralement, je rajoute toujours de l'avocat, parce que ça, on peut manger un avocat par jour, c'est très bien. Et je me suis fait des petites pâtes à base qui sont plus que sans gluten, ils sont sans céréales, avec beaucoup de champignons variés. De varier aussi les champignons, ça peut être intéressant. Donc, plein de champignons. Une petite sauce crème à base de yaourt de coco. On sent pas le goût coco, mais ça fait un peu l'effet crème. Et un petit peu de poulet. Et ça, c'est proche de l'AIP. J'aurais pas eu les pâtes, j'aurais choisi d'autres types de pâtes à base de farine de manioc, que j'aime moins. Mais bon, voilà, j'aurais pu faire quelque chose de similaire. Ma matinée, ce matin, j'ai mangé du foie, une grosse saucisse de foie de bœuf. Enfin, c'est du foie, du cœur, des rognons, c'est tous les abats mélangés dans une grosse saucisse. Je me mange ça avec de la choucroute, enfin du chou fermenté, ma tasse de thé, et voilà. Voilà, un petit peu pour te donner des idées, quoi. Ouais, ça reste assez proche au final. Ouais, ça Il y a reste. peut-être un peu plus de flexibilité sur certains aliments comme les oléagineux qui doivent complètement disparaître Oui, pendant le puis maintenant, protocole. je mange du quinoa, du sarrasin, ce genre de choses, les produits laitiers de chèvre, de brebis. Donc ça me donne. Mais quand je choisis ce que je veux manger, je vais toujours. Moi, je prends un plaisir fou à me dire ce qui rentre dans mon corps va me faire du bien. Et donc, quand je vais me dire, OK, là, je vais manger un produit laitier, je vais choisir du kéfir de chèvre, par exemple, parce que je sais que c'est fermenté, il y a encore plus de bonnes bactéries. Donc, c'est toujours ce petit plus. Qu'est-ce que je peux faire en plus qui va m'apporter plus de nutriments? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre du pollen dans mon kéfir de chèvre. Le pollen, c'est excellent pour tout ce qui est cuivre, vitamine B. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter plutôt que de toujours se focaliser sur les contraintes? Oui, et il y a tout un univers qui s'ouvre à nous, en fait. Exactement, et on peut découvrir Ouais. plein de choses. Ok, Donc, bon, ça fait 1h20 de ton temps. J'ai ouais, pas envie en plus de te prendre
toute ta journée. C'était passionnant. On va pas trop tarder à s'arrêter. Ça me fait me poser plein de questions, donc on en parlera peut-être un peu en off, mais éventuellement faire un autre épisode un jour pour des sujets un peu Mmh. plus précis. Mmh. Euh, Avant de te laisser partir, comme si je te tenais captive, est-ce qu'il y a un livre ou un film, une œuvre que tu voudrais recommander aux auditrices et aux auditeurs du podcast? Ah ouais, il y en a plein. Bah, il y a le livre de Sonia Siddle et, et Ludivine de Menten. Et elles ont écrit un livre qui s'appelle Soigner l'auto-immunité avec le protocole AIP. Donc ce livre est très bien écrit. Je le conseille. Mais il y a aussi, bon, ça c'est self-promo, mais il y a aussi ma plateforme Bien-être auto-immune. Et ça fait pas partie de mon activité. Hein. Moi, je suis mes consultants séparément. Mais Bien-être auto-immune, pour moi, c'est vraiment mon projet passion. Je me suis associée avec une naturopathe qui s'appelle Anaïs Damour. Et on va vraiment créer un vrai beau et gros projet. Et ça, c'est pour aider absolument tout le monde qui souhaite retrouver une santé et qui vit avec une maladie auto-immune. Et on explique tout. Là, pour le coup, vous allez vraiment retrouver Ouais, de tout. Hein. Ça rentre dans des détails. je confirme. Il y a des témoignages, il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant. J'ai parcouru le site un petit peu, c'était vraiment Ah, chouette. intéressant. Est-ce que tu n'as pas le droit de dire Analyse d'amour? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu recommandes pour le podcast? Ah. Alors que je réfléchisse par rapport à ce que tu as déjà fait. Après, bon, est-ce que tu as déjà interviewé un médecin fonctionnel? Euh, Prochainement, normalement, ouais, je peux spoiler, mais j'espère, je suis en contact avec le docteur Mouton, que tu Ah bah connais voilà, peut-être. Euh, j'allais te le dire. je dois faire un petit retour d'expérience parce que j'ai fait les tests d'épigénétique, etc. Donc, je mets en place des choses pour pouvoir parler de mon expérience avec lui. Il veut plutôt Super. que de faire un podcast où il explique, il veut que ce soit moi qui explique ce que j'ai vécu au travers de mon expérience avec l'épigénétique. Trop intéressant, super Donc, intéressant. voilà. Donc, Bah ce sera voilà, dans quelques mois par contre. j'allais dire, ouais, bah moi aussi, moi je vais l'avoir aussi en webinaire en mars, Docteur Mouton, mais je suis en contact avec lui et je le trouve extraordinaire. C'est presque un peu un savant fou, tu vois, où il part dans tous les sens, mais il a tellement de connaissances. Ouais, Et il a de la bouteille en plus, c'est un grand monsieur. ouais. Donc bah voilà, je t'aurais dit lui. Après, il y a aussi le docteur Yoni Assouli qui est très très fort et lui pour le coup, en plus il a un capital sympathie. Enfin, il est vraiment super super sympa et il s'y connaît vraiment bien. Il fait moins tout ce qui est épigénétique, lui c'est vraiment très les tests fonctionnels, mais euh, mais ça pourrait être intéressant aussi. Ok. Ben, je te remercie, je vais aller creuser tout ça. Et pour terminer, un message que tu voudrais délivrer à l'ensemble des spectatrices et spectateurs du podcast. Euh, c'est que ne vous enfermez pas dans cette croyance que vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que vous pouvez être acteur de votre santé et vous pouvez l'être déjà et vous pouvez prendre votre santé en main et faire vos propres choix. Et, euh, et tout est possible. C'est pas facile, c'est pas un chemin facile, mais tout est possible. Et quand vous sortirez de l'autre côté, vous vous sentirez super humain. C'est vraiment mon sentiment. C'est moi, quand j'étais sortie de là, je me suis dit, mais what? C'est comme si j'avais été dans un roulé-boulé pendant des années et d'un coup, je me retourne et je fais, ah oui, d'accord, j'étais là-bas, moi. Ah ouais, rien à voir. Donc voilà, je le souhaite à tout le monde et voilà. Ben, merci beaucoup, Laurane. Merci pour ce beau message d'espoir et de motivation surtout.
et pour ton temps et ta grande sympathie. C'était très agréable de te recevoir. Bah, On vous merci à dit à toi. toutes et à tous au revoir Au et à revoir. très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir poursuivi votre écoute jusqu'ici. J'espère que les sujets d'aujourd'hui vous ont touché et ont inspiré des questions et réflexions. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez aider la connaissance à faire son chemin en partageant sur les réseaux bien sûr, mais aussi simplement en parlant autour de vous. C'était Melvin sur Connaissance Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée.